Bonjour tout le monde, je me présente William Pelletier, médecin psychiatre, et aujourd'hui, en collaboration avec TCC Montréal, nous allons avoir une présentation sur les troubles des conduites alimentaires. Alors, c'est quand même une catégorie diagnostique où il y a plusieurs éléments possibles qui peuvent être présents. Donc, on va aller explorer tout ça ensemble. Les troubles des conduites alimentaires se définissent comme étant une perturbation persistante de l'acte de se nourrir ou un comportement connexe qui nuit considérablement à la santé physique ou au fonctionnement psychosocial de l'individu. Grosso modo, c'est lorsque la préoccupation par rapport au poids et l'alimentation deviennent si grande que la personne vit un dysfonctionnement au niveau du quotidien ou bien va finalement développer des problématiques médicales secondaires à ces perturbations. Il y a plusieurs catégories de diagnostics dans ce chapitre du DSM. On peut retrouver l'anorexie mentale qui se manifeste souvent par un faible poids et de la restriction alimentaire, de la boulimie où il va y avoir des épisodes où on consomme des grandes quantités de nourriture avec des comportements compensatoires sur une base régulière. Les troubles des accès hyperphagiques, donc c'est surtout où on va consommer les grandes quantités de nourriture avec une détresse associée. Puis il y a d'autres diagnostics un peu moins fréquents, mais qui peuvent également être présents, soit le trouble des comportements alimentaires restrictifs et ou évitants, lorsqu'on restreint notre alimentation à cause que ça peut générer des conséquences adverses telles que de la douleur ou parce qu'on n'aime pas le goût, les textures ou on n'a pas de plaisir à manger. Les troubles de conduite alimentaire spécifiés et les troubles des conduites alimentaires non spécifiés. Tous ces troubles peuvent se manifester par différentes catégories de symptômes. J'essaie de vous les classer de sorte que c'est facile à comprendre, puis aussi plus facile à traiter. Alors, il va y avoir les symptômes de restriction alimentaire où l'individu peut sauter des repas, limiter ou calculer le nombre de calories ingérées dans une journée, suivre des règles alimentaires strictes, avoir des aliments interdits qu'on ne peut pas manger, par exemple. Il peut y avoir aussi des symptômes d'hyperactivité, donc quand la personne veut justement brûler beaucoup de calories et dépenser beaucoup d'énergie dans sa journée. On peut faire ceci via l'entraînement physique, bien entendu, mais ça peut être beaucoup plus insidieux. La personne peut marcher beaucoup dans sa journée ou va refuser systématiquement de s'asseoir, puisque être debout va brûler plus de calories que d'être assis. Il peut y avoir également des comportements compensatoires qui dépassent l'hyperactivité. On peut justement constater des vomissements, l'usage de laxatifs ou l'abus de diurétiques. Finalement, comme on parlait tout à l'heure dans les catégories diagnostiques, on peut avoir des orgies alimentaires où l'individu, dans une période de temps définie, va éprouver un sentiment de perte de contrôle par rapport aux aliments qu'il ou elle ingère et va consommer une grande quantité de nourriture, une quantité plus grande que la personne normale ingérerait dans la même quantité de temps. Tout ça, c'est beau, mais si les gens nous consultent pour des troubles des conduites alimentaires, c'est qu'il y a des conséquences à ces différents symptômes-là. Alors, on peut voir que la personne peut vivre des symptômes dépressifs, surtout s'il y a de la restriction alimentaire. On peut avoir des manifestations d'ordre caractériel. Donc, c'est surtout qu'il faut comprendre qu'avec un trouble alimentaire, les traits de personnalité peuvent être exacerbés et ceci peut causer des problèmes au niveau interpersonnel, donc des problèmes au niveau des amitiés, des relations de couple avec la famille. On peut avoir des obsessions en lien avec l'alimentation. Il n'est pas rare que nos patients disent qu'ils pensent à la nourriture 90, voire 95% du temps dans la journée. On peut avoir des préoccupations par rapport à l'image corporelle ainsi que des formes de body checking qu'on appelle, donc des vérifications corporelles. On peut se peser, se mesurer, prendre son corps en photo, etc. Il peut y avoir de l'évitement, donc cacher son corps, ne pas aller au restaurant, dans le fond, ne pas participer à des situations où l'alimentation ou l'exposition du corps sont vraiment mises de l'avant. On peut avoir des anomalies sur le plan biologique, donc par exemple un sodium qui est bas, un potassium qui est trop bas, mais il peut aussi avoir justement un rythme cardiaque qui est ralenti ou une tension artérielle qui est diminuée. Tous des signes qui peuvent éventuellement avoir des conséquences graves, mais aussi mener ultimement à la mort si non traités. Finalement, les individus aussi peuvent éprouver un déni des conséquences médicales. Donc, malgré ces conséquences potentiellement mortelles, vont continuer à se restreindre ou à avoir des comportements compensatoires, à s'entraîner, puisque la maladie est si forte et leur recommande de faire de telles choses.
Quand on parle des traitements, il y a de la place un peu pour les médicaments pour diminuer l'anxiété, mais le traitement principal pour les troubles des conduites alimentaires est la psychothérapie. Chez les enfants, on va parler de la thérapie familiale de type modulé et chez l'adulte, de la thérapie cognitivo-comportementale. On va donc s'attarder sur la thérapie cognitivo-comportementale pour les troubles des conduites alimentaires aujourd'hui. Alors, le modèle cognitivo-comportemental se définit comme étant un modèle où on étudie les pensées, les comportements et les émotions. Ces trois catégories s'influencent mutuellement. Donc, quand on a une certaine pensée, ça peut nous faire vivre des émotions de toutes sortes. Puis, éventuellement, on peut justement avoir plusieurs comportements qui vont être influencés par pensée et émotion. On va voir maintenant comment ceci s'applique au niveau du trouble alimentaire. Dans le modèle et la compréhension cognitivo-comportementale du trouble alimentaire, on voit que le tout commence habituellement avec des préoccupations excessives en lien avec le poids et la silhouette. Je vous dirais que ceci est une préoccupation qui est présente chez beaucoup de gens dans la société qui ne souffrent même pas de troubles des conduites alimentaires. Donc, c'est une préoccupation très fréquente. Lorsqu'on a une telle préoccupation, on peut avoir recours à des diètes pour essayer de perdre du poids puis diminuer l'anxiété qui est générée par nos préoccupations. On peut aussi avoir une mauvaise image de notre corps qui peut renforcer le goût de vouloir se restreindre. Par contre, ce qu'on sait sur le plan biologique, lorsque le corps est en manque, qu'il n'a pas suffisamment d'apport alimentaire, il va vouloir compenser, faire des réserves. Donc, ultimement, des orgies alimentaires se développent fréquemment. Puis, chez l'individu, ce comportement génère des émotions très désagréables comme de la culpabilité. Et donc, pour diminuer la culpabilité, l'individu a souvent recours à des comportements compensatoires comme qu'on a énuméré précédemment. Et on voit que justement, on est allé de façon de haut en bas, mais l'inverse est vrai aussi. Si les comportements compensatoires sont présents, eh bien, on est en déficit au niveau de l'énergie ingérée au fil de la journée, plus à risque d'avoir des orgies alimentaires, plus à risque de vouloir avoir une diète par la suite pour justement se déculpabiliser de l'orgie de la veille. Et tout ceci fait en sorte que la nourriture et la silhouette prennent de plus en plus de place au niveau mental et les préoccupations sont donc présentes quasi constamment au fil de la journée. On peut voir que l'alimentation et les comportements vont avoir une grande influence sur nos émotions. C'est aussi une façon mal adaptée de gérer ces émotions. Donc, quand on vit des problèmes au quotidien, au travail, avec nos proches, des problèmes interpersonnels qui génèrent des émotions, les individus souffrant d'un trouble des conduites alimentaires vont souvent avoir recours à un contrôle au niveau des comportements compensatoires, de ce qu'ils ingèrent ou de l'exercice pour pouvoir pallier aux difficultés dans les autres sphères de leur vie. Maintenant, au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale pour les troubles des conduites alimentaires, il y a des objectifs précis qu'il faut aborder dans la thérapie. Premièrement, il faut remplacer les diètes extrêmes par une alimentation dite normale. On y reviendra plus tard. Il faut également surpasser la résistance à manger normalement, puisque cela est très angoissant pour les patients souffrant d'un trouble alimentaire. Ils ont peur de l'alimentation normale, donc il faut surpasser cette peur et cette résistance. On veut contrôler les orgies et les purges, puisque c'est deux types de comportements qui génèrent énormément de détresse chez nos patients. Ils sont souvent d'accord à vouloir diminuer, voire éliminer complètement ce type de comportement. On va vouloir modifier l'image corporelle négative et développer des nouvelles sources d'estime personnelle. Finalement, surtout dans une optique de prévention de la rechute, on va vouloir adresser la mentalité reliée aux troubles alimentaires. Donc, souvent les enjeux de perfectionnisme, de vouloir gagner le contrôle sur des situations où c'est impossible. Adresser tout cela pour justement éviter que le trouble alimentaire ne se manifeste à nouveau dans le futur lorsque la personne vivra toutes sortes d'émotions ou un sentiment de perte de contrôle. Maintenant, de façon un peu plus facile à adapter en clinique, autant pour les thérapeutes que pour les patients, j'essaie de vous diviser justement selon le modèle cognitivo-comportemental les différentes stratégies thérapeutiques pour pouvoir aider nos patients. Donc, au niveau comportemental, on va vraiment recommander que la personne mange 6 fois par jour, 3 repas et 3 collations. Si vous trouvez que c'est beaucoup, rappelez-vous justement de votre enfance quand vous alliez à l'école. Vous aviez un déjeuner avant l'école, le lunch, le souper, puis dans votre boîte à lunch, il y avait souvent des collations pour le matin, pour l'après-midi, puis vous en aviez souvent une aussi quand vous rentriez à la maison le soir. Donc, c'est tout à fait un modèle normal. On va trouver des distractions pour éviter les comportements compensatoires. Donc, justement, après les repas, si c'est les vomissements, on peut justement barrer l'accès aux salles de bain pendant 1 heure.
mais on peut aussi écouter la télévision, aller prendre une marche, aller faire n'importe quoi pour se changer les idées justement pour ne pas avoir une orgie ou un comportement compensatoire. Puis finalement, éviter de faire des vérifications corporelles. La distraction peut encore être une stratégie utile pour éviter ce type de comportement. Pour ce qui est des pensées, ça va aider aussi au niveau des comportements, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser des journaux alimentaires où l'individu va écrire tout ce qu'il ou elle consomme dans sa journée. On va voir s'il y a des comportements compensatoires également présents, mais l'important, c'est souvent mis sur le fait d'écrire nos pensées lors de chacune des prises alimentaires. Ça va nous permettre de voir justement, d'identifier les pensées erronées qui sont générées par le trouble alimentaire, puis pouvoir offrir des pensées alternatives plus adaptées à la réalité et ainsi diminuer la souffrance de l'individu. Donc, on va justement travailler ces biais et les distorsions cognitives du trouble alimentaire par ce type d'outils. Finalement, les émotions font partie d'une grande catégorie qu'il faut travailler pendant la thérapie. J'encourage souvent les gens à travailler en pleine conscience puis avoir une attitude de non-jugement, puisque le trouble alimentaire est souvent très sévère. Il va attaquer l'individu et sa valeur, dire tu as trop mangé, tu as gagné trop de poids, tu n'es pas suffisamment bon, pas suffisamment maigre. Donc, justement, mettre de côté ces pensées-là et les émotions négatives que ça génère, travailler dans une approche de non-jugement pour apaiser justement la souffrance au niveau des émotions, être dans l'autocompassion, bâtir l'estime personnelle, être fier de soi à travers des exploits au quotidien. Puis finalement, on peut avoir recours à des outils de thérapie dialectique comportementale, qui est une thérapie vraiment axée sur la gestion des émotions. Donc, par exemple, quand on est pris d'une envie folle de vouloir provoquer un vomissement, par exemple, on peut justement mettre de la glace dans sa main pour essayer de couper la sensation, rediriger notre attention ailleurs, soit dans le sentiment de froid dans la main, puis essayer de justement travailler à diminuer la détresse associée qu'une personne peut vivre après une prise alimentaire pendant sa thérapie. Alors, ça résume pas mal la thérapie cognitivo-comportementale pour les troubles alimentaires, à savoir qu'il y a plusieurs types de troubles des conduites alimentaires, donc on peut adapter la thérapie à chacun des différents diagnostics. À savoir également que le processus de réalimentation est un processus compliqué et où on peut avoir des anomalies biologiques telles que mentionnées tout à l'heure. Donc, il est toujours prudent d'avoir un professionnel de la santé qui peut gérer également les anomalies biologiques pendant le traitement. Vous pouvez justement vous référer aux différents sites web présentés ici pour avoir accès à de la thérapie, des outils d'autothérapie également, puis commencer un peu à vous informer davantage sur la thérapie cognitivo-comportementale et les traitements des troubles alimentaires. Merci.